Nouvelle session d'information sur Eden Télévision. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Que faire pour améliorer les différents taux de réussite obtenus à l'issue des précédents examens nationaux? C'est la question qui fait réfléchir enseignants, parents et apprenants une semaine après la reprise des cours. Les détails à suivre dans cette édition. La chancelière allemande Angela Merkel est en visite sur le continent, une tournée africaine axée sur la crise migratoire qui va la conduire après le Mali, au Niger et en Éthiopie. Et puis, situation toujours catastrophique en Haïti après le bilan lourd de l'ouragan Mathieu. Le pays doit faire face à une nouvelle épidémie de choléra avec déjà plusieurs patients enregistrés. Voilà les grandes articulations de cette édition. Merci de regarder votre position d'écoute. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Eden Info. La rentrée scolaire a démarré officiellement depuis le lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Élèves et écoliers ont donc retrouvé le chemin des classes avec en tête un seul objectif, travailler afin de passer en classe supérieure. Mais une interrogation taraude des esprits, que faire pour améliorer les différents taux de réussite obtenus à l'issue des précédents examens nationaux? Ibrahim Orounam et Damien Pedro se sont intéressés à la question. Voici le reportage. Je m'appelle Somadago Fiacre. Fiacre est élève au CM2, cours moyen deuxième année au complexe scolaire Bégamin Sud. Fini les vacances, c'est désormais la rentrée, place au travail et Fiacre se dit confiant. Oui, je suis prêt pour avoir le CP. Comme lui, ils sont nombreux à être conscients du faible taux de réussite obtenu aux derniers examens nationaux. Et pour renverser la tendance, ils ont leur petit secret. Arrivé à l'école, je dois apprendre mes leçons, je dois réciter mes leçons au maître ou bien au directeur. Je dois travailler pour être le premier avant d'aller au CP. Quand je vais à la maison, je prends mon cahier et pour réciter les leçons qu'on a fait dans la journée. Je dois apprendre mes cours, faire mes exercices, avoir tous mes documents à ma disposition, travailler, ne pas bavarder en classe, ne pas rater les cours et suivre les conseils des professeurs. Il faut que je me donne au travail, avoir tous les documents à ma disposition et suivre bien en salle et puis écouter bien ce que le prof dit pour pouvoir passer à mon examen. Promesse de réussite donc de la part des élèves et écoliers. Du côté des enseignants, les dispositions sont prises pour les y accompagner. Les dispositions que nous prenons, vous avez vu ici à Bégamin, très tôt, le premier jour de la rentrée, nous on a commencé les cours. Les cours sont commencés les premiers jours de la rentrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le temps d'apprentissage qu'il ne faut pas charcuter. J'ai fait un retour au secondaire. Cette rentrée, j'ai pris quelques classes de terminale A, B, pour enseigner le français. C'est déjà le premier pas que j'ai fait. Pour ces enseignants, certains parents d'élèves sont en partie responsables de l'échec de leurs enfants. Mais ils interpellent les autorités quant au système éducatif. Quant aux parents, si les enfants échouent aujourd'hui, c'est un peu leur faute, chacun de sa part. Si déjà à la maison, l'enfant ne sait pas qu'il faut se réveiller assez tôt, faire son lit, faire la vaisselle, faire la lessive soi-même, balayer sa chambre, je pense que le bien faire à la maison amène à bien faire à l'école. Donc les travaux domestiques, ne plus les confier aux bonnes, aux boys. Retournons à la révision du système éducatif. Les programmes doivent être révisés. Les manuels doivent être revus. Chaque acteur à son niveau doit travailler. Et je vous assure, monsieur le journaliste, ce n'est pas pour demain, il y a du travail. Mais commençons quand même. Que tous les acteurs fassent un focus sur l'apprenant et que l'apprenant, de manière à ce que l'apprenant puisse élever son niveau de conscience. Parce que vous savez, par exemple, le rapport aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux n'est pas le même d'hier à aujourd'hui. Et donc c'est déjà ça un premier défi en termes de niveau d'exposition et de déconcentration des apprenants aujourd'hui. Avec la volonté affichée des apprenants, soutenus par leurs parents et l'engagement des enseignants, on peut déjà espérer que les fruits tiendront en fin d'année. La promesse des fleurs.
Les recettes de la douane béninoise connaissent une baisse depuis peu pour le seul cas du port autonome de Cotonou. Les recettes sont passées d'1,5 milliard à 400 millions de francs CFA. Chiffre de la direction générale de la douane, c'est une baisse de 26,66%. Pourquoi cette chute? Quelles mesures pour résorber le problème? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Seulan et de Denis Maouya. La douane béninoise, sur le plan fiscal, contribue pour près de 50% à la mobilisation des ressources budgétaires nécessaires à la réalisation de la politique du gouvernement. Mais depuis quelque temps, ces recettes subissent une baisse drastique, en témoignent les chiffres de la recette des douanes de Cotonou-Port. La journée, c'est 1 milliard et quelques. Mais aujourd'hui, nous faisons 400 millions. Pour le colonel Pierre Clavet-Ossou, directeur général de la douane, les causes de cette baisse ne sont pas exclusivement douanières. Il distingue ici deux grandes causes. Au nombre des causes exogènes, il y a le Nigeria qui a ouvert un certain nombre de ses ports et commence par accepter les produits qui anciennement étaient interdits d'importation et qui étaient dédouanés par nous et qui rentraient dans le Nigeria d'une certaine manière. Aujourd'hui, le Nigeria a ouvert ses portes et a libéralisé l'importation de certains produits. Au nombre des causes endogènes, c'est simple. L'invasion des produits étrangers qui sont entrés chez nous par la contrebande. Aujourd'hui, notre territoire, notre marché a été également envahi par les produits de la cimenterie qui coûtent 44 ou 50 000 la tonne contre 68, 69 ou 70, 71 000 la tonne des produits locaux. La société, la Sobebra, nous donnait à l'époque 1 milliard en recettes par mois. Aujourd'hui, elle est à 300 millions. Quant à Mama Taïrou, outre ces aspects, on note également la dévaluation du Naira. Même si les produits n'ont pas augmenté de prix à Cotonou, du fait que le Naira a baissé au Nigeria, naturellement, il faut plus de Naira pour acheter la même chose au même coût à Cotonou. J'allais dire au Bénin en général. Alors, comme les revenus n'ont pas aussi suivi en augmentation au niveau du Nigeria, naturellement, il y a mes ventes. Les Béninois ne peuvent pas vendre. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous dire, nos clients ont toutes leurs marchandises sous les bras. Les magasins sont totalement remplis. Les marchandises ne sortent pas. Ou quand elles sortent même, on sent qu'elles sortent à perte. Pour résorber cette baisse, certaines mesures sont déjà en cours, mais il faudra aussi un changement de comportement. Il faut aussi qu'aujourd'hui, nous prenions dans un bref délai des tests pour la mise en application de notre nouveau code. Nous y sommes déjà. Eh bien, nous avons pu identifier également la création ou la transformation de certains postes de douane en recettes douanières. Eh bien, bientôt, nous irons à la valeur transactionnelle. Ce sera désormais le juste prix qui sera payé et qui sera uniformisé sur le territoire. Lorsque le Béninois comprendra qu'il faut accompagner les efforts que nous faisons en ne nous détruisant pas. Lorsque le Béninois comprendra qu'il faut arrêter de privilégier la contrebande à un dédouanement normal, nous allons faire des recettes. Si nous pouvons faire quelques efforts de réduction de nos coûts du passage portuaire, c'est-à-dire les frais de port, les frais de manutention, les droits de douane, si nous pouvons faire quelques efforts là-dessus, ce serait tant mieux. Révision de la politique d'exonération fiscale, transformation des parcs de vente de véhicules en magasins et aides de dédouanement, ce sont d'autres chantiers évoqués par le directeur général de la douane. Mais au-delà de tout, le Bénin doit désormais produire pour survivre. Un sujet environnement-énergie. Avant de parler interactualité dans cette édition, les énergies renouvelables, un secteur d'avenir pour l'Afrique. Ces énergies qui représentent des alternatives en matière de lutte contre le réchauffement climatique attirent l'attention des experts scientifiques, partenaires et autres décideurs politiques sur tous les continents. Et le continent africain, quant à elle, présente beaucoup de potentialités en la matière. Reportage. Les énergies renouvelables, un secteur porteur d'avenir et d'espoir pour notre planète aujourd'hui déstabilisée par le réchauffement climatique. En effet, l'utilisation abusive des énergies fossiles basées sur le pétrole et le charbon depuis la révolution industrielle a entraîné une forte émission de gaz à effet de serre responsable du réchauffement ressenti actuellement sur toute la planète. L'atténuation
et l'adaptation aux effets néfastes de ce réchauffement planétaire passe nécessairement par l'abandon progressif des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables, dont les plus importantes sont l'énergie solaire, l'énergie éolienne, sans oublier la biomasse, la transformation des déchets en énergie. Les énergies renouvelables sont de plusieurs sortes. Vous avez l'énergie solaire, donc on peut utiliser directement l'énergie issue du soleil pour pouvoir avoir de l'électricité et chauffer ainsi de suite. Vous avez l'énergie éolienne, d'accord? Donc à partir du vent, on peut avoir de l'énergie. Bref, c'est qu'on utilise tout ce qu'il y a comme élément du climat pour avoir de l'énergie. Contrairement à ce qu'on faisait, l'énergie était obtenue à partir des énergies fossiles. L'Afrique, avec ses atouts géographiques, bénéficie d'un meilleur ensoleillement et présente donc beaucoup de potentialités pour aller à un développement durable à partir de ces nouveaux types d'énergie. C'est une opportunité aujourd'hui pour l'Afrique parce qu'avec l'utilisation des énergies fossiles, l'Afrique n'a pas pu décoller comme les autres pays européens, américains et autres. Donc ils sont en avance sur nous. Mais maintenant, ça crée des problèmes. Ce secteur-là, qui était le secteur envié de tout le monde, a créé des problèmes. Donc, on est obligé tous de nous rabattre maintenant sur les énergies renouvelables. Mais là, l'Afrique, ayant plus la possibilité sur le plan de l'insolation, on a beaucoup de soleil. Donc, c'est à nous maintenant de profiter de ça pour faire développer vraiment l'Afrique. Et pour réussir à le faire, il faut le transfert des compétences. Il faut que nous puissions essayer de voir avec nos partenaires comment délocaliser un certain nombre de fabrications. Est-ce que vous voyez de matériel lié aux questions d'énergie renouvelable? Donc c'est un secteur impressionnant qui, d'abord, qui recrute pas mal de chercheurs, parce que c'est un nouveau secteur, c'est un nouveau domaine de recherche. L'autre facteur nécessaire au développement des énergies renouvelables en Afrique est la recherche et la formation. Ainsi, dans les universités, l'accent est mis sur la création de nouvelles filières axées sur la promotion des énergies renouvelables, car ce secteur est devenu aujourd'hui un secteur de pointe et pourvoyeur d'emplois. Lorsque Obama devait venir aux affaires, il disait qu'il allait créer plus de 10 millions d'emplois et que la moitié de cet emploi serait dans les énergies renouvelables. Et nous avons vu, il y a eu plus de 3 à 4 millions d'emplois dans les questions d'énergie renouvelable. Donc c'est un secteur de pointe qui est pourvoyeur d'emplois aussi pour les jeunes. Avec la biomasse, on peut trouver beaucoup, il faut avoir beaucoup d'emplois. On a initié la formation dans le domaine parce que pendant 20 ans, tout le monde va parler maintenant d'énergie renouvelable. Et nous, on ne crée pas la formation en l'air. C'est en fonction des besoins sur le terrain que nous créons la formation. Et ce master est créé parce qu'il y a un besoin qui est ressenti sur le terrain. Et vous allez voir que tout le monde devait aller dans ce domaine. Et ce master est créé pour pouvoir aider les jeunes maintenant à trouver d'emploi. Sinon, on va les former, ils auront le diplôme, mais ils n'auront pas d'emploi. L'avenir de notre planète passe nécessairement par la promotion des énergies renouvelables et l'Afrique ne doit en aucun cas manquer de relever ce défi. Info hors du Bénin, le président Alassane Dramane Ouattara a présenté le 5 octobre dernier devant les députés le projet de nouvelle constitution. Après ce acte, le président ivoirien a mis en place un groupe d'experts pour étudier les différents articles contenus dans la nouvelle constitution. Ils ont, à travers un point de presse, abordé les points forts de cette constitution. Le président du groupe des experts et le ministre de la Justice ont donné des explications sur le projet pendant que l'opposition qualifie cette nouvelle constitution comme étant antidémocratique. Écoutons quelques propos. Lorsque vous avez la nationalité ivoirienne, vous êtes ivoirien. Oui, ils sont ivoiriens. Je le dis parce que quand il y a eu les histoires d'ivoirité, il y a des gens qui ont dit que mais celui-là, c'est hier même il est venu de la Guinée. Il dit qu'il est ivoirien. On dit non, le monsieur-là, il est ivoirien. Il dit mais attends, moi, je l'ai vu venir de la Guinée. Et selon la Constitution, donc, si vous êtes né, et vous devez être né ivoirien de naissance, c'est que vos parents, au moins un de vos parents, doit avoir la nationalité ivoirienne préalablement. Et comme on exige qu'un des parents soit ivoirien d'origine, c'est que vos grands-parents, l'un de vos grands-parents doit être ivoirien. Il peut être naturalisé, il peut être ivoirien de tous les jours. Évitons dans nos constitutions
tout ce qui est à même de nous conduire à l'abîme. Le président a une phrase qui est toute simple. Il faut éviter l'exclusion. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille dans le sens de rapprocher les Ivoiriens, qu'on se reconnaisse tous dans cette constitution, plutôt que de chercher à mettre des articles qu'on pourrait utiliser pour empêcher. On a fait trop de juridisme pour empêcher les autres. Et en définitive, qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. On reste sur le continent. La chancelière allemande Angela Merkel a insisté dimanche à Bamako sur la nécessité de combiner solutions, soutien militaire et aide au développement lors de la première visite d'un chef de gouvernement allemand au Mali, première étape d'une tournée africaine axée sur la crise migratoire. Merkel, dont le pays participe à la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, et dirige la mission européenne de formation de l'armée malienne, se rendra ensuite au Niger, où l'Allemagne va construire une base de soutien à la MINUSMA, et en Éthiopie, où elle sera notamment reçue au siège de l'Union africaine. Il est important pour nous d'établir une cohérence entre notre coopération en matière de développement et notre soutien militaire, a-t-elle déclaré lors d'un point de presse avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Voici un extrait des propos des deux personnalités. Aus Mali kommen ja vergleichsweise wenige Flüchtlinge nach Deutschland. Il faut dire qu'il y a un nombre limité de réfugiés maliens qui arrivent en Allemagne. Pour la France, c'est un peu différent. Mais il s'agit plutôt du Mali en tant que pays de transit pour les passeurs, pour les trafiquants de drogue, pour les passeurs d'êtres humains. Donc nous avons un intérêt particulier à stabiliser ce pays et c'est une situation complètement différente de la situation en Turquie. Un partenariat en termes d'immigration, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie assumer la responsabilité, notre responsabilité vis-à-vis d'une situation particulière. Le président nous l'a dit, pour le Mali, il s'agit de créer une stabilité, créer la paix, protéger les frontières, combattre le trafic de drogue qui est une ressource pour ces extrémistes et mettre en œuvre les accords de paix. Ainsi, nous parviendrons à aider ce pays. Fundamentalistischen Kräfte hier unterbunden wird. Ce sont des hommes et des femmes, souvent poussés par les difficultés de l'aujourd'hui, du contexte de crise, mais également aussi du fait des changements climatiques. Il ne faut jamais l'oublier aussi, qui pensent pouvoir trouver meilleur sort ailleurs. Et dans des conditions dont certains profitent, de manière absolument ignominieuse. Profite de la misère de ces hommes et de ces femmes-là, en leur proposant des passages dans des conditions qui s'avèrent toujours plus périlleuses que jamais, qui font qu'aujourd'hui la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert pour nos parents. Hors de l'Afrique, une semaine après avoir été frappé par l'ouragan Matthew, Haïti est confronté à une autre menace potentiellement catastrophique. Il s'agit du choléra qui pourrait alourdir grandement le bilan des victimes. Commentaire. À Port-Salut, une ville qui a été dévastée dans la péninsule méridionale la plus touchée, les craintes sont vives. Son unique hôpital a enregistré dimanche son premier cas dû au choléra, un homme d'âge non précisé. 9 autres patients y sont actuellement soignés pour cette même maladie qui se transmet par l'eau contaminée. De quoi inquiéter alors que des régions entières en Haïti restent toujours isolées, près d'une semaine après l'arrivée de l'ouragan qui a fait plusieurs centaines de morts dans le pays le plus pauvre de la Caraïbe. Pas de nourriture, pas de logement, pas de l'eau. La situation est vraiment drôle et difficile. Ils nous demandent de faire solidarité entre nous, ce que nous pouvons. Depuis octobre 2010, le choléra a fait près de 10 000 morts en Haïti et avec toujours plus de 500 cas chaque semaine, le pays fait face à la pire épidémie de l'histoire récente à l'échelle mondiale. Selon des experts, le choléra a été introduit en Haïti par des casques bleus népalais de la MINUSTA, la mission locale des Nations Unies, censée stabiliser cette nation. En France, alors que les partis traditionnels occupent le devant de la scène avec leurs primaires, des plateformes citoyennes fleurissent sur Internet et tentent d'entrer dans le débat. Le site laprimaire.org propose de voter pour un candidat à la présidentielle issu de la société civile en dehors du système politique. Reportage. C'est une forme de speed dating de la politique. Je ne veux plus avoir, comme l'a dit Charlotte, à voter pour le pire. Roxane a 1 minute pour se présenter devant les 15 autres candidats à la primaire présidentielle.
Ici, pas de parti politique, mais des citoyens engagés pour réinventer le système traditionnel. Sur le lien entre les générations Ces 16 finalistes ont été sélectionnés via le site laprimaire.org. Ils se rencontrent pour la première fois à Paris. Il est plus temps de juste tester des choses. Je pense que la France a vraiment besoin de renouveau et de gens citoyens qui auront des mandats de 4 ans et qui ensuite retourneront à leur vie, mais qui au moins porteront quelque chose, un regard, une façon de parler différente. Les candidats viennent des 4 coins de la France. Charlotte est formatrice de métier et adjointe à la mairie de Rennes en charge de la santé. C'est contre l'impuissance politique. Elle espère par sa candidature proposer de nouveaux thèmes de campagne. C'est jamais un sujet présidentiel. Pourtant, c'est le premier sujet des habitants. Il y a la sécurité, puis ensuite il y a la santé. Si on est malade, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas grandir, on ne peut pas travailler, on ne peut pas s'engager. Donc c'est un sujet, j'aimerais bien le voir porter. À 900 km de là, à Château-Renard, près d'Avignon, Jean-Marc est vétérinaire et fondateur d'une pépinière d'entreprise. Depuis 2 ans, ce coureur de fond amateur se creuse les méninges pour proposer un projet de réforme. Il a même vendu les parts de son cabinet vétérinaire pour ne se consacrer qu'à la présidentielle. Avec ses économies, il a publié 3 livres pour expliquer ses idées. Livraison du dernier volume dans une librairie locale. Si demain il y a de nouveaux candidats, les Français vont regarder les débats politiques comme ils ne l'auront jamais regardé. Parce qu'ils en ont marre de voir les mêmes têtes qui sont servies depuis des années. Donc des nouvelles têtes avec des nouvelles idées, des gens qui viennent de la vraie vie, comme eux, ça va tout changer. Ce coureur de fond amateur gère ses entreprises selon la méthode médicale, diagnostic, explication, traitement. Une expérience fructueuse qu'il voudrait mettre au service de la France. Pour le moment, un peu plus de 60 000 Français sont inscrits pour participer. Prochaine étape, un vote en ligne pour déterminer les 5 finalistes. Ils iront ensuite débattre dans les grandes villes de France avant le vote final pour le candidat à la présidentielle, mi-décembre. On reste en France, bien qu'au chômage, les anciens employés sansonites continuent de diversifier leurs moyens de lutte. Leur nouvelle âme est bien sûr le théâtre. Et bien coachés, les anciens sansonites se proposent d'honorer plusieurs dates de prestations à travers la France. Pendant des années, elles ont fabriqué des valises samsonites. En 2007, leur entreprise fait faillite. Commence alors leur combat pour obtenir justice. Aujourd'hui, 7 d'entre elles montent sur scène pour le raconter. Et on ne lâchera rien! Jamais on aurait cru un jour pouvoir faire ça, surtout que lorsqu'elles nous l'ont demandé, on a dit non, non, jamais on pourra, on n'arrivera pas à retenir un texte, on ne pourra pas parler devant les gens. C'est une épopée qui mène ces ouvrières d'Hénin-Beaumont dans le nord de la France jusqu'aux États-Unis. En 2012, elles plaident leur cause devant la justice américaine contre l'ancien propriétaire de leur usine, Mitt Romney. Il n'est autre que l'adversaire républicain de Barack Obama lors de la présidentielle de 2012. Ces 2 trajectoires-là, l'ouvrière d'Hénin-Beaumont et le financier de Wall Street qui se lance en politique aux États-Unis, 2 destins qui n'auraient jamais dû se croiser, se croisent et vont avoir évidemment une influence l'un sur l'autre. J'aurais été scénariste hollywoodienne, j'aurais pas inventé une histoire pareille. Elle est dingue cette histoire. Presque 10 ans après, le combat judiciaire n'est pas terminé pour les ex-samsonites. Certaines ont retrouvé un travail, refait leur vie ou pris leur retraite. Pour toutes ces comédiennes amateurs, le théâtre aide surtout à tourner la page. D'extérioriser tout ça, on se sent mieux, on est plus légère, si je puis dire. On est plus légère, parce qu'il y a des choses quand même qui nous restent en travers la gorge, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme on l'aurait voulu. Donc, en fait, oui, c'est une thérapie. La pièce partira en tournée dans le nord de la France pour 17 représentations. Et avant de mettre un thème à cette édition, longtemps considérée comme un symbole de l'islam toléré et pratiqué en Indonésie, une école islamique pour transgenres a récemment fermé ses portes, victimes de la montée des discriminations. Reportage. La prière, un acte de résistance pour ces musulmans de l'île de Java. Al-Fatah se présente comme la seule école islamique au monde pour transgenres. Longtemps symbole de l'islam tolérant pratiqué en Indonésie, l'institution a récemment dû fermer face aux menaces de partisans d'une ligne dure de l'islam. Mais un groupe d'étudiants brave l'interdit. Nous, les transgenres musulmans d'Indonésie, réclamons justice.
et le droit de pratiquer notre religion. La plupart des 225 millions d'Indonésiens pratiquent une forme modérée de l'islam. Mais la fermeture de l'école témoigne d'une intolérance croissante dans le pays. Les transgenres sont considérés comme déviants dans les enseignements islamiques auxquels nous, les musulmans, croyons. Ils font quelque chose de mal. En avril, des groupes ont interrompu un festival d'art organisé par des femmes dans la région, centre culturel de Java pourtant connu pour sa tolérance. Face à la montée des discriminations, les étudiants d'Al-Fatah organisent la riposte. Si Dieu le veut, on y arrivera. Et j'espère qu'on servira d'exemple pour tous les musulmans transgenres du monde, pas seulement en Indonésie. Un appel à l'unité dans la diversité, la devise du pays dont la Constitution reconnaît 6 religions officielles. C'est tout pour Eden Info. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Eden Télévision.